On va recommencer avec une partie plus historique maintenant. Et Jacques Chevalier, dermatologue passionné d'histoire, va nous parler de l'histoire de la maladie de Lyme, qui est loin d'être terminée d'ailleurs. Merci beaucoup. Alors, je vais bien sûr vous parler de l'histoire de la maladie de Lyme, qui m'intéressait, mais à partir de là, la question que je me suis posée, c'est, depuis déjà pas mal d'années, c'était pourquoi cette maladie, finalement pas si compliquée que ça, a entraîné tant de controverses, tant de réactions de par le monde, plus que certaines autres maladies beaucoup plus difficiles à traiter, voire pas traitables. Et c'est cette question, et je me suis demandé donc si effectivement l'histoire pouvait nous apporter des renseignements. Alors bien sûr, il y a l'histoire vraie, l'histoire prouvée, l'histoire validée, et puis il y a la petite histoire, il y a tout un tas d'interprétations qui ont été publiées et qui sont sujets à caution et qui bien sûr, ont participé à cet état de controverse. Voilà. Alors, je vais citer notre collègue Éric Côme, qui était présent l'année passée, qui ne l'est pas cette année, et qui, pour lui, nous disait récemment que Borrelia burgdorferi, donc la bactérie responsable de la maladie, était, avant l'arrivée du Covid long, parce qu'évidemment les choses ont un peu changé depuis, une épidémie chasse la précédente. La principale cause d'infection chronique fantasmée, cause de souffrance morale, physique et sociale, c'était donc la maladie, donc le germe responsable de la maladie de Lyme. Et il y a encore 2-3 ans, vous aviez ce genre de livre, de professeurs d'infectiologie que vous connaissez bien, comme Christian Perron, qui a évidemment récidivé dès que la Covid est arrivée. Alors, pourquoi on peut se poser la question d'une telle controverse? La maladie de Lyme est une maladie très ancienne, on va le voir. Alors, pas pour les Américains, mais ça fait partie évidemment du sujet. Elle était assez rare, en tout cas autrefois. Beaucoup plus fréquente aujourd'hui, puisque les cas ont vraiment explosé dans le monde depuis les années 70. Et bien sûr, surtout aux USA. Les Américains ont véritablement découvert une maladie qu'ils ne connaissaient pas, alors qu'en Europe, on la connaissait parfaitement bien. Et cette maladie est apparue comme une maladie nouvelle, en tout cas pour eux, un nouveau fléau, une nouvelle peste, comme certaines pandémies ont déjà eu lieu. Cette maladie était bien connue des médecins depuis près d'un siècle. On connaît sa cause, donc c'est une maladie de cause connue, qui n'est pas contagieuse, et surtout, on a un traitement antibiotique qui est parfaitement efficace, et en plus, miracle, on peut dire qu'il n'y a aucune résistance connue du germe à la maladie, ce qui serait souhaitable pour bien d'autres maladies infectieuses. Donc, a priori, on ne voit pas bien pourquoi une maladie aussi connue et finalement pas si méchante que ça a entraîné de tels problèmes. Alors bien sûr, je ne néglige pas les formes récentes qui peuvent passer inaperçues et devenir après poser des problèmes secondaires, et puis les complications tardives qui sont bien certaines, qui existent et qui peuvent ne pas être diagnostiquées, tout au moins dans l'immédiat. Pour vous donner juste une idée, je ne parlerai bien sûr pas du tout de la clinique et de cette controverse particulière. On peut dire qu'en France, par an, il y a environ 35 000 érythèmes migrants diagnostiqués, essentiellement en médecine générale, et qu'il n'y a que 900 hospitalisations pour cette maladie, dont environ la moitié pour des neuroborrélioses. Alors, ce que je n'ai pas du tout pu connaître, j'aurais aimé savoir quel est le
taux de mortalité de cette maladie en France. Je ne sais pas si vous avez la possibilité de le savoir. Si vous avez un sujet là-dessus, ça m'intéresserait bien. Combien de gens meurent en France ou dans le monde à cause de cette maladie par an? Et ça, c'est très difficile à savoir. En tout cas, je ne l'ai pas su. Alors, je vous propose de voir dans un premier temps un petit peu l'histoire de la maladie de Lyme. Et bien déjà, pour vous dire que on a découvert dans de l'ambre, donc qui date d'environ 15 à 20 millions d'années, on a découvert des tiques. Bon, ça, c'est... Pardon. Des tiques, c'est banal hein, dans l'ambre. Et on a même réussi à extraire de l'ADN du tube digestif, de l'ADN de Borrelia. Donc, cette tique était infectée par de la Borrelia il y a 15 à 20 millions d'années. Donc, vous voyez que la maladie n'est pas récente. Et le plus vieux malade connu qui a été porteur d'une maladie de Lyme, eh ben, c'est le fameux Ötzi. Vous savez, cet homme momifié qu'on a retrouvé dans le Tyrol italien en 91. Et en 2012, on a pu isoler dans son corps la présence d'ADN de Borrelia. Donc on sait qu'il avait la maladie de Lyme. Et donc il date de 3000 ans avant Jésus-Christ. Après, on va faire un bond assez énorme puisqu'on ne parle pas de cette maladie avant le XVIIe siècle. Au XVIIe siècle, on a un explorateur anglais qui s'appelle Jocelyn qui a voyagé en Amérique du Nord, en Nouvelle-Angleterre, et dans ses ouvrages, il nous dit qu'en été, il y aurait de même un nombre infini de tiques accrochées aux buissons, qui s'agrippent aux vêtements et montent dans les hautes chausses en dévorant très rapidement les chairs des hommes. Il exagère un peu, mais en tout cas, la notion de tique qui piquait est tout à fait nette. J'ai vu leurs bas couverts de tiques après avoir traversé les bois. Donc clairement, en Nouvelle-Angleterre, c'est-à-dire donc aux États-Unis, les tiques pullulaient déjà au XVIIe siècle. Alors là, c'était le fameux Ötzi, hein, qui est au musée, que j'ai eu l'occasion de visiter. C'est magnifique. Ils ont fait un magnifique musée pour présenter cette momie. Au XVIIIe siècle, on a un explorateur suédois, cette fois-ci, qui s'appelle Père Kalm, qui a fait écrire, je vous traduis du suédois, Un voyage en Amérique du Nord, et il écrit « Ces viles petites créatures pourraient, dans le futur, être responsables de grands dommages pour les habitants si une méthode n'est pas découverte pour les empêcher de se reproduire à ces taux si choquants. » Donc clairement, il pense que ça va poser des problèmes de santé, mais il n'en parle pas trop. En revanche, à la même époque, en Écosse cette fois-ci, nous avons le révérend docteur John Walker qui décrit une maladie paralysante engendrant des douleurs, perte de volonté et parfois décès après piqûre de ce qu'il appelle un ver à pattes et rostre, donc il parle bien des tiques, qu'il trouve d'assez grande taille, mais quand les tiques sont gorgées de sang, elles peuvent être assez grosses. Et il avait découvert ça, notamment dans l'île de Jura, dans les Hébrides, et on sait que cette île était infestée de cervidés, de daims, de cerfs, et on sait que le cerf est un animal vecteur extrêmement important des tiques. Donc, c'est certainement la première description de la maladie en tant que telle. Alors, les premières descriptions vraiment cliniques sont européennes, bien sûr, hein, et elles sont dermatologiques. Parce que, vous savez, la maladie est plutôt dermatologique en Europe, alors qu'elle est plutôt sous forme d'arthrite aux États-Unis. Alors, l'acrodermatite chronique atrophiante, c'est la première maladie qui a été authentifiée. C'est curieux, parce que ce n'est pas l'érythème migrant qui a été décrit le premier, c'est la manifestation finalement plus rare, l'acrodermatite chronique atrophiante. On la doit à un Allemand, Burwald, 1883.
C'était un pharmacien, médecin, qui est devenu professeur de dermatologie à Leipzig. Et il décrit un cas de diffuseur idiopathischer Hautatrophie avec une planche que je vais vous montrer, chez un homme de 36 ans qui est atteint depuis 16 ans d'une atrophie, etc., notamment sur le membre inférieur gauche. Et il parle de papier, l'aspect de papier à cigarette froissé, assez classique. Je vous ai montré l'article. Et voilà la première, l'original, description de l'acrodermatite chronique atrophiante, qui est bien représentée, où on voit bien cette peau complètement atrophiée. Alors ensuite, les deux noms qui sont plus connus, parce que Burwald a été complètement oublié de la nomenclature, hein, et c'est Pick et Herxheimer qui ont bien après lui redécrit la maladie. Pick, qui était un Viennois, dermatologue viennois, qui parle d'érythromélie, c'est la même chose, vous voyez la reproduction, pardon. Vous voyez la reproduction ici. Et puis Herxheimer, qui est un Allemand, qui va donner finalement le nom un peu plus accepté de la maladie, l'acrodermatitis chronica atrophicains, et il décrit, Herxheimer, les deux phases inflammatoires et tardives atrophiques de la maladie, d'où le nom qui est resté de maladie de Pick-Herxheimer, mais on a complètement oublié Burwald. Ça sera pareil d'ailleurs pour l'érythème migrant, parce que celui qui l'a découvert, ce n'est pas Lipschutz, c'est Afzelius. Afzelius, c'est un Suédois, un dermatologue aussi, élève de Kaposi, de Una, et il a montré le cas d'une femme présentant un rash cutané suite à une piqûre de tique. Donc c'était clairement identifié. Le début se fait au site de la morsure, puis il y a l'extension en centrifuge, un éclaircissement au centre et un aspect en cocarde, donc une description tout à fait classique. Alors bien sûr, son tort a été de donner un nom, comme on aimait beaucoup à l'époque, à rallonge, qui n'est pas simple, mais qui correspond bien à la description du problème. Il va présenter ce cas dans un congrès en 1909 et il va le publier en 1910. On se souviendra d'Afzelius tout de même, puisque une espèce de Borrelia s'appelle Afzeli. L'année suivante, Balban va montrer 3 cas de la même affection après piqûre d'insectes. Voilà la description originale d'Afzelius. Et ensuite, il faudra attendre 1913 pour que Lipschutz, qui était aussi un dermatologue, mais cette fois-ci allemand, va publier donc un cas, lui aussi, avec résolution complète en 7 mois, donc spontanément. C'est lui qui va donner le nom d'Erythema chronicum migrans et en gardera le nom de l'érythème migrant de Lipschutz. Pour la petite histoire, le premier cas américain décrit d'érythème migrant date de 1970. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas eu avant, mais en tout cas c'est le premier cas décrit, ce qui est quand même assez extraordinaire. Les Américains ne connaissaient pas la maladie de Lipschutz, on va dire. Hein, pas du tout. Alors voilà l'observation, on voit bien le grand érythème migrant de la première illustration de cette maladie. Dans les autres manifestations, en quelques mots, le dermatologique toujours, le lymphocytome lui a décrit en 1911, mais il faudra attendre 29 pour que le terme soit donné et qu'on associe le lymphocytome à l'acrodermatite. Donc déjà, on ne savait pas quelle en était l'origine, mais on associe la fréquence des deux manifestations. Et c'est en 1943, Bo Baffersted, qui était un dermatologue suédois, qui a décrit 41 cas de lymphocytome et qui a fait le lien avec la borréliose, puisqu'il l'a associé 4 fois avec un érythème et 3 fois avec une acrodermatite. Alors, les premières descriptions neurologiques sont européennes et sont, lyonnaises.
Pourquoi ? Parce que le professeur Garin, Charles Garin, dont le fils était mon professeur de parasitologie à Lyon et de médecine tropicale, le père était lui-même parasitologue et il reçoit en 1922 un cultivateur et éleveur de moutons, donc de la région lyonnaise, qui a été piqué par une tique à la fesse gauche. Il l'avait arrachée. 3 semaines après, il a des douleurs, il a petit à petit une parésie, des troubles neurologiques. Il est hospitalisé à l'Hôtel-Dieu de Lyon, avec, donc, c'est son interne qui s'appelle Bujadou, pour ça qu'on parle de maladie de Garin et Bujadou, qui va le recevoir. Le malade a des troubles neurologiques, clairement. Ils lui font une ponction lombaire. Il trouve une réaction de Wassermann légèrement positive. Et à partir de ça, Garin va se dire c'est sûrement une spirokétose. Il ne pensait pas à la syphilis, mais il pense à une spirokétose qui était déjà une avancée étiologique particulièrement intéressante et vraie. Et alors évidemment, ils lui donnent un traitement qui est un traitement de la syphilis, comme on traitait les spirokétoses, et ils lui font 4 injections de sel d'arsenico et du cyanure de mercure. Le patient va nettement mieux, il n'a plus de douleur, il va récupérer petit à petit sa parésie. Et ça va être publié malheureusement dans le petit journal médical lyonnais, le journal de médecine de Lyon, ce qui fait que ça va passer complètement inaperçu. Paralysie par les tiques. Donc clairement, il fait le rapprochement avec la piqûre de tique. Et voilà l'article, peu importe. Donc c'est le premier cas décrit de neuroborréliose, ça c'est clair, 1922. L'affection était totalement inconnue en France. Elle avait été décrite par des anglo-saxons, mais sans notion d'érythème précessif et de piqûre de tique, donc c'était quand même différent. Et il dit que la maladie est due à un virus de type spirochète sans doute. Sans doute. Il ne pouvait pas aller plus loin, puisqu'on ne pouvait pas les isoler. Et donc il demande, il dit, il va falloir faire des études sur les tiques. Et, voilà. Et pour cette description, une des Borrelia s'appelle Garini. Bien après, 20 ans après, un Allemand, neurologue, qui s'appelle Banvart, va décrire 26 cas de méningo-radiculite lymphocytaire chronique associés avec des arthrites. Bien entendu, Banvart n'a aucune connaissance du corps français, de lyonnais, et malgré tout, il n'a pas la notion dans ces 26 cas de piqûre de tique. Donc c'est quand même moins performant que l'observation isolée de Garin. Pas de notion de piqûre de tique, mais le nom de Banvart va rester, en tout cas pour les Américains, qui parlent du syndrome de Banvart. Ils ont un peu oublié Garin, et il est plus logique de dire le syndrome de Garin, Bujadou, Banvart. Bref. Évidemment, dès qu'on est déjà en 1944, la pénicilline arrive en 1945, et très vite, on va traiter par la pénicilline, et ça va entraîner une guérison rapide. Alors, on arrive maintenant à la deuxième partie de cet historique, c'est l'étude de l'histoire américaine de la maladie. Alors, nous sommes à la fin des années 1960, début des années 70. Ça commence par une famille, la famille Murray. La famille Murray habite dans le Connecticut. Alors, le Connecticut, vous voyez à peu près... Pardon. Le Connecticut, vous voyez à peu près, il y a la Connecticut River qui est là. Et là, vous avez tout ce qui se passe. Il y a Lyme, Old Lyme, Joshua Town, Road, etc. Donc, c'est toute une région. Et d'abord, la première malade, c'est la mère, Polly, qui a une éruption, puis des troubles neurologiques, puis des troubles articulaires. En fait, elle ne peut plus travailler. Et elle va consulter, bien sûr. Aucun diagnostic ne lui sera donné. Et le problème, c'est qu'on va très vite parler d'hypocondrie. C'est évidemment le risque médical majeur. Quand on ne connaît pas une maladie, on a tendance un peu trop, probablement, à parler d'hypocondrie. Mais quelque temps après, c'est son fils, puis son époux, puis un autre fils,
qui présentent des douleurs, des arthrites, etc. En fait, ils vont consulter environ 30 médecins de la région et d'ailleurs, et rien ne va se faire. Ça n'aboutit à rien. Polly va même envoyer une lettre à l'éditeur de la grande revue américaine, New England Journal of Medicine, sans effet. Elle contacte le Connecticut State Health Department et d'autres, parce qu'il y a d'autres cas, notamment infantiles, dans la région. On lui répond, l'arthrite n'appartient pas aux maladies transmissibles. Donc, circulez. Elle va consulter un rhumatologue à Yale, on va y revenir après. Mais il y a d'autres familles, isolément de la première, mais de la même région, la famille Patterson, la fille, le père sont atteints d'arthrite, la famille Mensch, qui est à Oldtime, avec la fille, la mère, qui va contacter les CDC d'Atlanta, et elle sera mise en relation avec un médecin, mais ça ne va pas déboucher tellement. Donc les deux familles ne se connaissent pas, habitent à quelques kilomètres, font des démarches analogues. Elles ont toutes les deux signalé le rôle des tiques, parce que la région est infestée de tiques. Alors, on arrive enfin à la reconnaissance médicale de la maladie aux États-Unis. Donc les médecins d'Yale vont s'intéresser. Elle reçoit 2 lettres. Il reçoit 2 lettres en 1975 et il va faire le premier à faire donc un rapport sur une épidémie d'arthrite touchant surtout les enfants en zone périurbaine, en période chaude. 10 à 15 cas sur 3 ans va paraître par le docteur Snidman dans une revue rhumatologique. Le docteur Alan Steer, qui est un nom qui va rester, qui est rhumatologue, lui aussi va avoir 51 patients, tous dans la même région, avec des arthrites, mais avec d'autres symptômes. Et dans ces autres symptômes, vous voyez qu'il y a l'érythème migrant dans 25%, que les Américains ne connaissent pas. Donc, il va faire une publication et il va appeler la maladie l'arthrite de Lyme, parce que c'est un rhumatologue. Et l'arthrite est le tableau clinique dominant. Ils vont se poser la question du rôle des tiques, explosion de la densité des tiques, notion habituelle de morsure. Donc, ils sont sur la piste d'une maladie infectieuse transmise par un vecteur. Et même, il y a un biologiste, Dowan, qui va aller collecter des tiques sur le terrain. Il va en trouver, notamment la tique du cerf, qui est très fréquente. Et ce biologiste va même développer un érythème migrant en cherchant des tiques. Donc, vous voyez, ça paraît quand même assez simple pourtant. On arrive au médecin militaire américain de la marine, le médecin de Groton. Groton, c'est tout à fait au bord de l'océan, dans le même état. Et à Groton, donc, il y a un urgentiste, un dermatologue qui vont voir une personne qui a une éruption suite à une morsure d'insecte, un syndrome grippal, en fait un tableau tout simple de Lyme, simple, banal. Et ils vont donner l'antibiotique, ça marche, mais ils ne comprennent pas la maladie. Et finalement, il va y avoir une publication de 4 cas d'érythème migrant. Vous voyez, dans le JAMA, les Américains redécouvrent l'érythème migrant 66 ans après les Européens. Et du coup, le terme d'arthrite de Lyme devient obsolète parce qu'on s'aperçoit que c'est une maladie plus large qu'une maladie rhumatologique. Et le terme de maladie de Lyme est retenu par les Américains. Je n'ai pas trouvé la date de naissance exacte de ce terme. En tout cas, c'est 77-78. Alors, arrivons à la découverte de la bactérie. Je vais d'abord obligé de parler d'un Strasbourgeois qui s'appelle Amédée Borel, qui a donné le nom, bien sûr, au genre Borrelia. Alors, cet Amédée Borel, c'est un médecin qui travaille à l'Institut Pasteur aussi. Il est professeur en 1900. Il fait des travaux essentiellement sur la tuberculose, la peste, le tétanos, la lèpre. C'est surtout un précurseur de l'oncogénèse virale. Il a travaillé dès 1904 sur ce sujet. Et il va travailler finalement très peu sur les microbes dits spiralés, qui est une place tout à fait mineure dans son œuvre. Il va quand même publier 6 articles en 2-3 ans, entre 1905 et 1908,
sur des bactéries responsables de fièvre récurrente, mais qui n'est pas... il n'a pas énormément travaillé dessus, mais il avait travaillé un petit peu. Et en 1919, il aura la chaire d'hygiène et de bactériologie à la nouvelle faculté de médecine de Strasbourg. Il est considéré comme le fondateur de l'école bactériologie de Strasbourg, mais pas tellement pour ses travaux sur ces germes spiralés. On ne l'appelait pas encore Borrelia, bien sûr. Et Strasbourg, aujourd'hui, peut-être en son honneur, est le centre national de référence des Borrelia. Donc voilà d'où l'origine du terme Borrelia. Le véritable découvreur du germe, c'est Burgdorfer. Alors Willy Burgdorfer, c'est un Suisse qui ensuite est devenu américain, biologiste, parasitologue, bactériologiste, qui a travaillé sur Borrelia duthoni, qui était responsable de la fièvre récurrente attique. Il a travaillé sur les maladies transmises par les arthropodes et sur les relations vecteurs-pathogènes. C'est lui qui va découvrir en 1981 le spirochète, responsable de la maladie de Lyme. Et bien sûr, on va l'appeler Borrelia burgdorferi. À l'époque, à ce moment-là, il avait le nom, c'était la bactérie B31 dans la revue Science. C'était pas, il n'avait pas encore un nom très précis. On se demandait même si c'était une Borrelia ou une Treponema. Alors là, je vous ai parlé de l'histoire classique, conventionnelle, autorisée, prouvée, non opposable de la maladie. Vous allez voir que l'histoire continue quand même avec des choses beaucoup plus aléatoires, des choses beaucoup plus sujettes à caution, malgré des livres. Et à partir de là, on va essayer de trouver quelques explications. Alors, premier argument, je dirais que ça a très mal commencé aux États-Unis, parce que la maladie de Lyme, c'est une maladie américaine, ça c'est clair. Ça a très mal commencé. Le calvaire des premières familles américaines atteintes. Ce sont des familles que l'on n'a pas écoutées, ce sont des familles qui ont été négligées, non diagnostiquées, la maladie n'a pas été diagnostiquée, les médecins ont parlé de troubles psychologiques, ça s'est très mal passé, ça a duré des années, plusieurs années de lutte, il y a eu des manifestations, il y a eu des livres. Voici le livre à droite écrit par Polly Morel elle-même, et toutes ces familles ont écrit leur histoire, donc elles n'ont pas été prises au sérieux par les instances médicales et gouvernementales. Donc ça, on peut dire que déjà, c'est un élément qui a compté dans les controverses qu'il y a pu avoir ensuite sur la maladie. Deuxième argument, c'est deux arguments historiques, ou pseudo-historiques. Le premier, c'est un livre qui est sorti, écrit par une historienne, et qui a fait le rapprochement entre cette maladie de Lyme et l'épidémie des sorcières de Salem à la fin du XVIIe siècle. Pourquoi pas ? Qu'est-ce que c'était que ces sorcières de Salem ? Vous savez que c'est en Massachusetts, donc c'est pas le même État, mais pas loin. Ça se passe à la fin du XVIIe siècle, dans un contexte extrêmement rigide, angoissant, avec une rigueur religieuse très forte à l'époque, d'une instabilité politique, etc. Il y a eu donc une épidémie de grands troubles qu'on pourrait qualifier d'hystériques chez essentiellement des femmes. On verra pourquoi. Enfin, les sorcières, c'est le plus souvent des femmes et pas des hommes, c'est bien connu. Et des troubles du comportement importants. Le diagnostic, c'était évidemment à l'époque possession satanique, et un certain nombre ont été pendus. Donc c'est pas rien quand même. Toute personne suspectée d'être une sorcière fut pendue. Donc ça a été quand même un épisode extrêmement marquant pour les États-Unis. Alors bien sûr, de nombreuses hypothèses ont été évoquées pour expliquer ces sorcières de Salem. Si vous ne croyez pas aux vraies sorcières et à l'influence du diable. L'hystérie collective, on a même pensé que ça pouvait être une intoxication par l'ergot de seigle, comme il y a eu des épidémies en Europe et en France. Bon, là c'est un tableau que je vous avais montré l'année passée, parce que c'est une identification d'une sorcière
vous avez voilà, une personne qui montre sur le dos de cette pseudo-sorcière une lésion cutanée qui est en fait simplement un névus, très clairement. On ne le voit pas bien là. Et c'était le fait d'avoir un névus, c'était aussi pouvait être considéré comme la marque du diable, bien sûr. Alors, voilà pourquoi cette historienne qui s'appelle Mary Dryman a écrit ce livre. Voilà, je vous laisse lire le titre. Pardon. Et pour elle, eh bien, cette épidémie des sorcières de Salem, c'est simplement des manifestations de maladie de Lyme avec des troubles neurologiques de type neuroborréliose. Alors, il faut quand même dire que cette historienne a eu la maladie de Lyme et qu'elle a fait un syndrome de fatigue chronique, donc un Lyme chronique. Ça peut avoir une influence quand même sur son comportement, elle aussi. Donc, elle dit, voilà les arguments. La zone était une zone endémique des tiques. Il y a eu une période où on a fait une fragmentation des forêts, qui a augmenté les tiques, et elle a comparé les symptômes des sorcières avec les symptômes de la maladie de Lyme. Elle a pris 19 items et elle a trouvé que 13 sur 19 sont compatibles. Alors, j'ai lu les 13 items, c'est souvent tiré par les cheveux, bien sûr, parce qu'elle veut que ça fonctionne. Et bien entendu, vous vous doutez bien que l'érythème migrant, c'est quoi? C'est la marque du diable qu'on cherche chez la sorcière. Et d'ailleurs, dans son livre, vous voyez, alors vous ne voyez pas, mais si j'arrive à... Voilà, la personne qui est là, qui est emportée par le diable, qui est une femme, et bien sûr, la jambe, elle a un érythème migrant, bien sûr. C'est la marque du diable, voilà. Donc, voilà ces arguments. Et alors, elle dit aussi que la différence des vêtements entre les hommes et les femmes expliquerait la prédominance des sorcières par rapport aux sorciers. Parce que les femmes portaient des jupes longues. Et en fait, l'expérience a été faite dans la même région, avec les mêmes vêtements, et en 30 minutes avec les vêtements de l'époque, 14 tiques retrouvées chez l'homme, 56 chez la femme. Donc voilà, démonstration comme quoi c'était bien les sorcières étaient... Alors bien sûr, aucun travail contradictoire depuis, c'est une hypothèse. Le deuxième argument, c'est un argument... on continue, c'est un argument entre le Lyme et le bioterrorisme. Ça, c'est sorti en 2004, c'est un livre de Carroll, qui n'est pas un médecin, qui est un avocat financier, et qui a mis en cause les laboratoires d'une petite île militaire qui se trouve au large du Connecticut, juste mais à quelques miles, je crois très peu, 10 miles au sud de Lyme, donc c'est vraiment très proche de la côte. Et il a mis la responsabilité des laboratoires qui se trouvaient sur cette île dans les années 70. L'émergence du Lyme viendrait de là. Alors pourquoi? Parce qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, un certain nombre de scientifiques allemands ont été embauchés en contrepartie de leur liberté par les Américains. Alors vous savez que pour la conquête spatiale, von Braun, qui était l'inventeur des V2 allemands, a été utilisé par les Américains. Et bien c'est pareil pour Erich Straub. Erich Straub, c'était un vétérinaire virologiste qui a travaillé sur le virus de la fièvre afteuse, notamment utilisé par Himmler en Russie, et que les Américains ont embauché, et qui serait passé sur cette île et qui aurait travaillé sur des tiques vecteurs de la maladie. À ce moment-là, des animaux contaminés ont pu se mêler aux animaux, parce que sur cette île, il n'y a aucune habitation, il y a juste les militaires et les animaux qui pullulent. Et à ce moment-là, donc, des cerfs ou des oiseaux auraient pu franchir la petite distance entre l'île et la côte et transmettre à la région cette maladie. En fait, quand on regarde bien, vous serez d'accord que la maladie de Lyme est évidemment pas un modèle d'infection, c'est pas contagieux, ça ne tue pas en quelques minutes ou en quelques jours, c'est vraiment pas fait pour le bioterrorisme. Mais, alors voilà l'île, voilà le Plum Island, pour vous donner une petite idée, c'est pas très grand. Mais suite à cet article, eh bien évidemment, il y a eu beaucoup de retours et on ne peut pas ne pas citer cette couverture de l'Obs
qui date de 2016, maladie de Lyme, l'épidémie qu'on vous cache. Donc, l'histoire du bioterrorisme et du complot va se développer, par exemple en France, avec cet article. C'est pourtant un article qui est complètement démenti. Enfin, non, l'Association française pour l'information scientifique a répondu à cet article, a dit qu'il y avait un démenti formel du ministère de l'Agriculture américain, mais ça n'a pas beaucoup de valeur. Par contre, Traub aurait seulement visité le site et il n'était pas du tout spécialiste d'éthique. Et l'auteur de l'ouvrage a même reconnu qu'il n'avait aucune preuve directe. Donc c'était quand même un peu juste pour incriminer le bioterrorisme. Est-ce une coïncidence géographique? En tout cas, tout cela alimentait beaucoup la théorie du complot. Et c'est pas fini. C'est pas fini dans l'affaire parce qu'en 2019, alors c'est pas vieux, une journaliste scientifique qui s'appelle Chris Newby a écrit ce livre, Beaton, etc. Et elle nous dit, et c'est pas Traub qui est le responsable, c'est Burgdorfer lui-même, le découvreur de la bactérie. Burgdorfer aurait travaillé sur les armes biologiques pendant la guerre froide. Visionnage d'un documentaire où Burgdorfer raconte avoir travaillé sur les armes biologiques pour l'armée américaine. Il dit avoir été chargé d'élever des puces, des tiques, des moustiques et de les infecter avec des agents pathogènes capables de transmettre les maladies. En fait, des tiques non infectées auraient pu être lâchées dans des zones résidentielles afin d'étudier leur propagation. Et puis une aurait pu peut-être mal tourner, volontairement ou accidentellement. C'est un témoignage qui a été jugé assez vague et fragmenté. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, Burgdorfer était atteint d'une maladie Parkinson à un stade avancé et certains ont dit que ses propos n'étaient peut-être pas tout à fait corrects. Mais enfin, c'est ce qu'on peut dire aussi quand on ne veut pas entendre ce qu'il voulait dire. Je n'ai pas à intervenir là. En tout cas, le 11 juillet 2019, la Chambre des représentants américaine demande une enquête à l'inspection générale du ministère. Depuis, je n'ai pas vu de résultat. Je termine avec quelques conclusions. Donc, cette maladie de Lyme, qui est considérée, qui a été perçue comme un fléau des temps modernes aux États-Unis, comme la peste au Moyen-Âge, la peste noire. Déjà, elle a un nom mystérieux. La maladie de Lyme, pour les Français, c'est quand même c'est mystérieux, c'est inquiétant, mais d'une certaine manière rassurant, puisqu'elle a un nom. On sait ce que c'est. Le parasite, je vous rappelle que c'est un vampire. Je vous rappelle que la sorcellerie et la diablerie ont été évoquées. Je vous rappelle que y a-t-il eu des recherches secrètes gouvernementales? Il y en a eu certainement sur le bioterrorisme, ça on le sait. Est-ce qu'il y a eu... c'est pas une maladie qui pouvait être intéressante pour le bioterrorisme, mais pourquoi pas quand ils ont étudié tous azimuts, tous les vecteurs, etc. Il y a eu une médiatisation alarmiste à outrance, on l'a vu, avec un effet nocebo qui est toujours très fort. Et puis, il faut se rappeler que les troubles à symptomatologie somatique, c'est 4 à 6% de la population générale. Et on vient de le voir on n'entend plus parler de la maladie de Lyme depuis 3-4 ans. On ne parle plus que du Covid long. Et probablement, le Covid long remplace aujourd'hui le Lyme chronique, tout au moins en grande partie. Donc, voilà. Donc, c'était très important il y a quelques années, 3 ans, 4 ans, où le populisme avait réussi quand même à faire modifier les conceptions par le ministère de la Santé, contre toutes les sociétés savantes en France, par exemple. Et donc, on peut s'inquiéter de cette irruption du populisme en médecine. Alors, pour terminer, je voudrais citer un personnage avec qui que je côtoie beaucoup en ce moment, puisque je suis en train d'écrire sa biographie, c'est Claude Bernard. Alors, Claude Bernard, qui est un peu attiré par les Lyonnais, mais qui a fait toute sa carrière à Paris, disait « La vérité scientifique sera toujours plus belle que les créations de notre imagination et que les illusions de notre ignorance. » Je vous remercie. Je te
tenus ne m'entendent pas. Hein. Oui. Questions et réactions. Oui, bonjour, merci pour cette historique très intéressant, je ne connaissais pas du tout. La question aujourd'hui que je me pose, c'est comment se fait-il que, malgré tout cette rétrospective, qu'aujourd'hui, cette maladie de Lyme, qui existe toujours, hein, bien évidemment, soit si peu reconnue, il semble, en France, et peu diagnostiquée et maltraitée. On a l'impression dans le milieu médical, enfin moi c'est une impression, je crois qu'elle est une perception que j'ai oui. par rapport... Oui. Je crois qu'elle est très bien traitée. Le problème, c'est qu'il y a une controverse sur les traitements, hein, puisque les gens il y a un certain nombre de personnes qui ont une maladie de Lyme avec toujours des symptômes de fatigue, des symptômes chroniques, pensent qu'ils ne sont pas guéris, que la bactérie est toujours là. Il y a des personnes qui ont fait 5 ans d'antibiothérapie à cause de ça. Hein. Ça a été rapporté par Eric Combe. Je pense que... c'est même pas pris... Enfin, Bernard la Crébier prise en pourra charge. nous en dire un mot, parce qu'à Strasbourg, vous connaissez bien le sujet, mieux que moi. Mais c'est une maladie finalement facile à traiter, qui ne pose pas de gros problèmes, mais c'est une maladie très fantasmée, vous avez vu, et c'est très difficile de dire aux personnes qui ont ces symptômes qu'ils ne sont pas malades. En fait, ils sont malades, ils ont des symptômes, mais c'est plus l'infection. Voilà, c'est autre chose. Oui, mais oui, il y a des thérapeutiques spécifiques, mais le problème, c'est le problème, c'est que ce sont des gens qui vont chercher toutes les thérapeutiques possibles. Et là, c'est ahurissant tout ce qui a été vu comme thérapeutique en Allemagne, notamment. Il y a des cliniques spécialisées qui traitent ces Lyme chroniques, avec tous les traitements possibles, qui ont été répertoriés. Il y en a une 50aine. Donc, il y a des gens... jamais parce que c'est pas le problème. Voilà. Il faut qu'on aille à des choses plus simples. Merci beaucoup, Jacques.